car ces types ne savaient pas bien tirer. Certains ne savaient même pas tirer du tout. Mais certains ont atteint leur cible. Il y a eu des tirs de fusils et de mitrailleuses, et il y a eu des morts. L'un des hauts faits de cette nuit historique, attesté par des témoins, des acteurs et même par Eisenstein, fut la prise de la cave, qui donna lieu à une immense saoulerie, à une bacchanale effrénée. Le 25 octobre, Lénine aurait dit à Trotsky, c'est étourdissant. Et aussi, déclencher la révolution mondiale, en Russie, fut aussi facile que de ramasser une plume. Le Times décrit cela comme la révolte du bolchevique Lénine. Et elle est considérée comme un exemple de plus du manque d'organisation des Russes. Parce que les Russes étaient considérés comme des alliés dangereux et peu sûrs, à cause du chaos qui régnait dans le pays. En Russie même, on a considéré les événements comme un épisode de la lutte politique qui avait débuté juste après la destitution du tsar et comme un développement du conflit entre les forces de gauche et la droite pour l'héritage du pouvoir dans le pays. Je pense que la révolution d'octobre a longtemps été évoquée comme Perevarot, c'est-à-dire un coup d'État, plutôt qu'une révolution. Et pour la plupart des gens, la question était d'essayer de comprendre ce qui se passait. Quand on lit les journaux personnels, ce qui est fascinant, c'est de voir que très peu de gens comprenaient l'importance de cette journée. La bataille pour Moscou fut beaucoup plus meurtrière et longue que celle si facile de Pétrograd. C'était déjà la guerre civile. Les Russes, qui étaient pour les Soviets, n'étaient pas tous devenus bolcheviques pour autant. On dit que Lénine exulta le jour où il put dire « Nous avons duré plus longtemps que la Commune de Paris ». Les bolcheviks avaient compris les leçons des révolutions du passé. Ils exerçaient un pouvoir sans partage par le Conseil des commissaires du peuple, présidé par Lénine. Il y eut une assemblée constituante, promise depuis si longtemps, mais les bolcheviks y étaient très minoritaires, elle fut donc liquidée à sa première séance. La guerre était toujours là. Personne, allié ou adversaire, n'avait répondu aux offres de paix. Les Allemands menaçaient Pétrograd et on ne voyait pas venir la grande révolution des peuples d'Europe qui devait tout arranger. Les bolcheviks avaient besoin de l'armée, et l'armée d'un État, même bolchevique. Pour une bonne partie de l'armée, après tout, c'était aussi des hommes d'ordre. 30% des officiers russes de tout niveau choisirent l'armée rouge. Selon certains historiens, le lien entre l'état-major et les bolcheviks se fit par l'intermédiaire d'un très fidèle et ancien compagnon de Lénine, Vladimir Bonch-Brojevitch. Vladimir Bonch-Brojevitch, dont le frère, Mikhail Bonch-Brojevitch, était un général, ancien chef de la sécurité militaire et haut placé dans l'état-major. Quelques jours avant même le coup d'état bolchevique, Vladimir, le bolchevique, aurait demandé à son frère, le général, de se mettre au service du régime futur. Ce document, inédit jusqu'à aujourd'hui, témoigne de cette demande. À ce moment, son frère s'adresse à lui. Il lui dit que dans Pétrograd la Rouge, le pouvoir soviétique cherche un général avec un nom qui pourrait organiser la défense de la République soviétique. C'est une courte lettre. Le frère écrit à son frère sur un ton très franc. Si tu attends un jour ou deux, ton poste disparaîtra et sera pris par quelqu'un d'autre. Bonch-Brojevitch n'a pas hésité. Il a compris tout de suite qu'il fallait partir. Il a envoyé sur le champ à son frère un bref télégramme. « Je suis d'accord, j'arrive ». On pouvait arriver à Saint-Pétersbourg à temps. À cette époque-là, les trains circulaient. On pouvait y arriver en 24 heures. Et en un temps très bref, avant le départ du train, il a su rassembler un groupe de 14 généraux et officiers de l'état-major général qui voulaient servir la Russie quelle qu'elle soit. Et il est arrivé avec eux. En bref, il a amené une équipe prête, un mini-état-major tout prêt. Le général Bonch-Brojevitch eut des responsabilités importantes dans l'armée russe jusqu'à la fin de la guerre avec l'Allemagne, puis il prit en main l'organisation de la nouvelle armée rouge.
C'étaient de très bons analystes. Ils maîtrisaient la situation. Ils savaient ce qui se passait au front, sur l'arrière, connaissaient par exemple la disposition des unités, connaissaient l'emplacement et la nature des réserves. Ils avaient des informations qui permettaient d'organiser immédiatement le système de défense. C'étaient tous des professionnels. À cause, entre autres raisons, du lien étroit qui unissait les deux frères, certains en Russie ont bâti l'hypothèse d'une conspiration entre hauts responsables de l'armée et les bolcheviks. Mais cela relève plus d'une construction mentale que d'une déduction à partir de preuves tangibles. La Russie était une monarchie féodale militaire. C'est la raison pour laquelle aucun changement sérieux ne pouvait s'effectuer autrement que par le biais d'une action militaire, c'est-à-dire une action du commandement militaire. Dans ce cas, oui, il s'agissait d'une conspiration militaire, mais on remarquera qu'il s'agissait d'une conspiration très radicale, qui dans une certaine mesure était dirigée également par les militaires contre eux-mêmes. Et d'ailleurs, en termes de valeurs humaines, réfléchissez, est-ce qu'on a souvent vu au cours de l'histoire une situation où, au nom du patriotisme et de l'amour pour son pays, la couche sociale qui a accès au pouvoir dit « Nous n'en pouvons plus, nous allons à la banqueroute, nous passons au pouvoir à ceux qui peuvent s'en servir ». De mon point de vue, c'est un patriotisme colossal, fantastique. Mars 1918. Pour sauver la révolution russe, la Russie accepte ce que Lénine appelle la paix honteuse. À Brest-Litovsk, Trotsky négocie 3 mois avec les empires centraux. Contre beaucoup de ses camarades, Lénine a voulu cette paix à tout prix. Elle coûte à la Russie un bon quart de sa population, Ukraine, Finlande, Pays-Baltes, un quart de sa production agricole et industrielle, 75% de son fer et de son charbon. Le fragile État bolchevique évite la conquête allemande, mais ne va pas échapper à la guerre civile. Le premier grand décret était le décret sur la paix. Et comme le décret sur la terre, qui suivit rapidement après, il était énoncé en termes très vagues. Il était plein de promesses et d'attaques contre la politique de l'ancien gouvernement. Mais il ne disait pas comment obtenir la paix, ni comment on allait vraiment redistribuer la terre. On va reprendre la terre à ceux qui la possèdent illégitimement, mais comment on va la restituer, c'est une autre question. Il est intéressant de constater que ça s'est transformé très vite, on le voit sur les photos des manifestations, en ce slogan très pratique, la paix, la terre et le pain. En fait, c'était la paix, la terre et tout ce que l'agriculture pouvait produire. C'était court, lapidaire et tout à fait compréhensible par la clientèle à qui s'adressaient originellement les bolcheviks. C'est-à-dire au départ les soldats et les marins sur qui reposait le destin du gouvernement bolchevique. Plus que le coup d'octobre 17, la grande victoire des bolcheviks fut de gagner la guerre civile qui suivit, face à des armées blanches menées par des généraux qui avaient autant méprisé Kerensky que Nicolas II, mais qui haïssaient plus que tout les bolcheviks. Il y a eu 3 ans de combats sans pitié entre deux camps. Au nord, au sud, à l'est, les Blancs attaquaient, soutenus par la France, l'Angleterre, les États-Unis, qui voulaient en finir avec le bolchevisme. Ils furent tout près de prendre Moscou et Pétrograd, mais l'armée rouge, sous l'autorité de Trotsky, s'organisait et finissait par prendre le dessus. Les Blancs provoquèrent la haine partout où ils passaient, car ils ramenaient le tsarisme et son poids d'autocratie brutale. Ce fut terreur rouge contre terreur blanche, chacun étant fanatiquement résolu à exterminer l'adversaire. Représentez-vous l'entourage de Staline. Jdanov, Malenkov, Bulganin et de nombreux autres personnages sont entrés dans la vie politique dans les années de la guerre civile. En fait, ils se sont formés en tant que politiques au cours de la guerre civile. Et les premières méthodes du gouvernement politique, c'est ça. État d'urgence, réquisition et terreur.
La guerre de l'arrière, la guerre de l'intérieur, était menée par la Tchéka, cette police politique créée par Lénine, bien plus redoutable que l'Okhrana tsariste. La Tchéka avait un droit de vie et de mort sur tout ce qu'elle arrêtait, ce chez qui elle perquisitionnait. Par exemple, les paysans, refusant de livrer leur blé à l'État, dans cette Russie bolchevique aux abois, mais qui refusait de s'effondrer. Ce sont des hommes de la Tchéka, sur leur propre initiative, ou plutôt sur ordre du sommet, qui, dans la nuit du 16 juillet 1918, assassinent le tsar et sa famille, femmes et enfants, par peur, dit-on, de voir les Blancs venir les libérer. La guerre contre les Blancs se termine, une terrible famine ravage le pays. La guerre civile a coûté entre 3 et 7 millions de morts. Le typhus, 2. Il y a eu les 2,5 millions de morts de la guerre. La famine en ajoute 5. Dans certaines régions, à portée de photographes, on revient au cannibalisme et on en fait commerce. Pouvons-nous imaginer que des gens appellent leur fille dictature, ou par le diminutif diktat? Dans les années de la guerre civile, ça pouvait se faire. On pouvait appeler sa fille Terreur, Terreur Ivanovna Petrova. On voyait ça dans les années de la guerre civile. Et cela veut dire que le comportement vis-à-vis de la violence et de la